Quand est-ce que quelqu'un t'a posé un ultimatum? À 17 ans, j'avais déjà élevé 8 des enfants adoptés par ma mère. Tu sais, ma mère n'avait qu'une obsession, paraître irréprochable aux yeux du monde. Chaque adoption lui valait son petit article dans le journal local et des milliers de likes en plus sur Facebook. Mais en réalité, elle n'a jamais eu la moindre intention de s'occuper d'eux. C'était toujours pour moi. Tout a commencé quand j'avais 9 ans, le jour où elle est rentrée avec son premier bébé, un tout petit prématuré venu du Guatemala, qui avait besoin de soins constants. « Tu es vraiment mûr pour ton âge », m'a-t-elle lancé en me refilant le planning des repas à 3 heures du matin. Ça te donnera le sens des responsabilités. Bref, j'étais en train de préparer les boîtes à déjeuner quand elle nous a convoqués pour une réunion de famille et qu'elle a étalé des photos sur la table. 3 bébés d'Ukraine, même pas 2 ans, dont un atteint de paralysie cérébrale. « Maman, je n'en peux plus !» J'ai soufflé, la voix toute tremblante. « Il faut que je termine le lycée. J'ai déjà raté 47 jours cette année. » Elle m'a lancé un regard de travers. « Tu es en train de dire que tu refuses d'aider ces pauvres enfants ?» Je dis juste que j'ai 17 ans et que je suis épuisée. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, elle est venue dans ma chambre. « Très bien, laisse-moi me débrouiller », qu'elle a murmuré en me tendant leurs dossiers médicaux. « Mais si tu ne t'en occupes pas, ils en paieront le prix. C'est à toi de choisir. » J'avais la tête qui tournait, incapable de digérer ce qu'elle me disait. Elle savait parfaitement que je ne pourrais jamais laisser souffrir un bébé, que je passerais toujours leur bien-être avant le mien. Le lendemain matin, j'ai voulu voir jusqu'où elle irait. Plutôt que de rester à la maison avec Vance qui avait la grippe, je suis partie au lycée, juste pour la première heure. Quand je suis rentrée, j'ai découvert mon petit frère Danny, 4 ans, étendu sur le carrelage de la cuisine, tremblant. Il est diabétique, et sa glycémie était tombée à 0,6. Maman, elle, était posée sur le canapé, rivée à son téléphone. « Ah mince !» a-t-elle lâché sans même lever les yeux. J'ai complètement oublié son insuline. C'est ce qui arrive quand on préfère penser à soi. Cet après-midi-là, j'ai tenté d'en parler à la conseillère d'orientation, mais je n'avais même pas fini ma phrase que mon téléphone vibrait déjà. Message de maman. On dirait que l'inhalateur de Gigi a disparu. Tu m'aides à le chercher en rentrant? J'ai couru jusque chez moi et je l'ai trouvé en train de tourner l'inhalateur dans tous les sens, comme si elle n'en avait jamais vu. Je l'ai retrouvé, a-t-elle annoncé d'un ton léger. Mais tu sais, des accidents arrivent quand tu n'es pas là pour les éviter, pas vrai? Mais le pire, c'est ce que j'ai vu ce soir-là. Elle avait rassemblé tous les enfants capables de parler, en cercle. N'oubliez pas, soufflait-elle d'une voix doucereuse. Si quelqu'un vous pose la question, je suis la meilleure maman du monde. Parce que si vous dites autre chose, on viendra vous chercher et vous ne vous reverrez plus jamais. Gigi, 6 ans, pleurait à chaudes larmes. « Mais tu es méchante avec Talia, mon prénom. » Le visage de maman s'est durci. « Talia veut vous abandonner. Je suis la seule à tenir cette famille debout. » Alors, qu'est-ce qu'on répond si quelqu'un demande? Les enfants, terrorisés, ont murmuré en chœur « Tu es la meilleure maman du monde. » Elle les a obligés à répéter 5 fois avant d'aller se coucher. C'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de lutter. Si elle voulait tout prendre, eh bien, je donnerais tout. J'ai quitté l'école. Pas officiellement, j'ai juste arrêté d'y aller. Et quand j'y allais, je traînais les petits avec moi. « Ce sont les miens !» ai-je lancé à ma prof de chimie quand elle m'a demandé pourquoi j'arrivais avec des enfants au milieu du tableau périodique. J'ai vendu ces bijoux pour acheter du lait infantile, en gardant soigneusement tous les tickets de caisse. Je me servais de sa carte bancaire à la pharmacie. Qu'il signale une fraude si une ado achète pour 400 € de médicaments sur ordonnance. 2 semaines plus tard, elle a annoncé qu'elle adoptait des jumeaux prématurés, avec de graves malformations cardiaques. Ils ont besoin d'être opérés dans les 6 mois, sinon ils ne survivront pas, a-t-elle balancé au dîner, comme si elle nous parlait de la pluie. L'agence d'adoption exige qu'il y ait un adulte présent à plein temps. Elle m'a fixé dans les yeux. Je leur ai dit que tu avais reporté la fac. Le lendemain matin, elle a pris l'avion pour 5 jours de séminaire caritatif aux Bahamas. Juste un mot laissé sur le plan de travail, avec le planning des repas des jumeaux. L'un était branché à un moniteur cardiaque qui se mettait à biper dès que son taux d'oxygène descendait sous 90. Ça sonnait presque toutes les heures. Ensuite, Fantasia, 3 ans, a fait une crise dans la baignoire, alors que j'essayais de rafraîchir les bébés. J'ai appelé le SAMU, un bébé sous chaque bras, Fantasia convulsant sur le carrelage. Les pompiers m'ont trouvée en larmes, couverte de vomi, avec 14 gamins, le moniteur des jumeaux hurlant à la mort. « Où sont tes parents ?» m'ont-ils demandé. J'ai montré le message de maman, envoyé depuis les Bahamas. « Débrouille-toi, c'est pour ça que tu es là. Ne rappelle pas, je suis en pleine méditation. » Le lendemain, l'assistante sociale de l'hôpital m'a prise à part, son dossier épais comme un dictionnaire entre les mains. 47 passages aux urgences en 2 ans, toujours moi qui accompagnais les enfants. Jamais ma mère. Elle reçoit un prix demain, ai-je lancé presque en riant à l'assistante sociale. Mère de la décennie, elle passe à la télé. Son regard s'est assombri. On monte ce dossier depuis des mois. Ta prof, les pompiers, la pharmacie, même les voisins. Tout le monde voyait, mais personne ne pouvait rien prouver jusque-là. Elle a marqué une pause, puis m'a fixée. Tu savais qu'elle touche 11 000 € par mois d'allocation d'adoption? J'ai senti mes jambes se dérober. 11 000 €. Et moi, à vendre ses bijoux pour acheter du lait? C'est à ce moment précis que j'ai compris. Le système ne me rendrait jamais justice. Et ma mère avait fait une erreur fatale. Quand on retire tout à quelqu'un, il n'a plus rien à perdre. Et tout a gagné. Je suis descendue à la cafétéria de l'hôpital après le départ d'Altea et j'ai commandé le café le moins cher. Les jumeaux étaient encore en réa, là-haut, branchés de partout. Je suis restée là,
1 heure, à regarder la vapeur s'échapper de ma tasse, jusqu'à ce que ma décision soit prise. J'arrêtais de protéger maman. J'arrêtais de la laisser se servir des enfants comme de simples accessoires. J'ai retrouvé la carte d'Altea dans ma poche et je l'ai appelée depuis le hall. Elle a répondu dès la première sonnerie, comme si elle n'attendait que mon appel. Je lui ai dit que j'étais prête à tout faire pour aider, qu'il pouvait compter sur moi. Elle a poussé un long soupir, soulagée, et m'a confié qu'elle espérait depuis des mois que je sois enfin prête. On s'est donné rendez-vous pour le lendemain matin, 9 heures. Cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. J'ai alors sorti la vieille boîte à chaussures planquée sous mon lit, celle où je gardais tous mes souvenirs. Dedans, il y avait les tickets de caisse des bijoux vendus pour acheter du lait, tous les messages de maman envoyés depuis ses vacances alors que les enfants étaient de malades, et toutes ces photos prises à l'hôpital, seule avec les bébés en larmes. Mes mains tremblaient en tentant de tout mettre dans l'ordre. 3 ans de preuves accumulées, 3 ans à démontrer qu'elle nous avait abandonnés encore et encore. J'ai fait des photocopies, rangé les originaux dans un sac plastique. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner des plus grands avant de leur dire que j'avais un rendez-vous médical. À l'hôpital, j'ai retrouvé Altea, dans la même salle de réunion. Mais cette fois, elle était accompagnée d'un nouveau visage. Fletcher Kent, de l'aide sociale à l'enfance, m'a serré la main, puis il s'est mis à me poser toute une série de questions sur les besoins médicaux de chaque enfant. Il notait tout dans son carnet. Le diabète de Danny, l'asthme de Gigi, les soucis cardiaques des jumeaux. Il voulait la liste précise des médicaments et les noms des hôpitaux où nous étions allés. Fletcher a expliqué que, même avec les jumeaux dans un état critique, il fallait encore plus pour accélérer les choses. L'image de maman était trop lisse, trop soutenue. Le système, lent au possible, ne bougeait que devant des preuves irréfutables. J'ai sorti mon téléphone et tout montré. Des photos de moi seule à chaque rendez-vous, les horodatages qui prouvaient que maman postait des clichés depuis la plage, des captures de ses textos où elle me disait de gérer pendant qu'elle s'amusait. J'avais aussi des vidéos des petits en pleurs, réclamant à manger pendant ses absences. À mesure que Fletcher découvrait tout ça, son visage se fermait. Il m'a demandé s'il pouvait faire des copies, alors je lui ai passé mon téléphone. Après la réunion, je suis allée voir Minnie, la voisine d'à côté, qui vit là depuis 20 ans et qui a tout vu. Je lui ai demandé si elle accepterait d'être contact d'urgence pour les enfants. Elle a accepté sans hésiter, puis elle m'a confié qu'elle avait vu passer les ambulances chez nous depuis des années et qu'elle se demandait quand quelqu'un finirait enfin par intervenir. 2 jours plus tard, maman est rentrée plus tôt que prévu des Bahamas, les bras chargés de sacs duty-free. Elle avait cette voix sucrée qu'elle prenait après de longues absences. Elle n'arrêtait pas de me tapoter l'épaule, de jouer avec mes cheveux et de promettre qu'après sa cérémonie de remise de prix, on partirait quelque part de bien. Je voyais bien qu'elle sentait que quelque chose avait changé dans mon regard. Elle s'est mise à parler de sa fatigue, à répéter qu'elle avait besoin de moi. Ce soir-là, après le dîner, elle a rassemblé les petits dans le salon. Je me suis postée dans l'embrasure de la cuisine, mon téléphone enregistrant discrètement derrière mon dos. Elle les a fait s'asseoir en cercle pour leur apprendre quoi répondre si quelqu'un venait à poser des questions sur notre famille. Ils devaient répéter « Maman s'occupe tellement bien de nous », encore et encore. Gigi s'est effondrée en larmes, incapable de mentir. La voix de maman s'est glacée. Elle a dit que si Gigi n'arrivait pas à répéter la phrase, il vaudrait peut-être mieux qu'elle aille vivre ailleurs. Les autres, pris de panique, se sont mis à réciter la phrase à voix haute. Elle les a fait répéter pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'ils le disent tous parfaitement, sourire figé aux lèvres. Le lendemain, j'ai repris le chemin du lycée pour la première fois depuis 2 semaines. J'ai trouvé le proviseur McCormick dans sa salle de chimie à la pause déjeuner. Je lui ai demandé s'il pouvait écrire ce dont il se souvenait de toutes les fois où j'étais venue en cours avec des tout-petits. Il m'a répondu qu'il prenait déjà des notes, inquiet pour moi, et il m'a montré un dossier avec les dates de mes absences et des photos de moi en train de faire mes devoirs avec un bébé sur les genoux. Il m'a assuré qu'il rédigerait la déclaration dont j'avais besoin et qu'il n'attendait que ça. En sortant de sa classe, je me suis sentie plus légère. Les gens ouvraient enfin les yeux. Les preuves étaient partout, je n'étais ni folle ni seule. Maman avait toujours soigné les apparences, mais elle avait oublié que les autres voyaient aussi. Ils m'avaient vue à la pharmacie à acheter pour des centaines d'euros de médicaments, à la banque alimentaire avec toute une ribambelle d'enfants. Ils avaient aperçu les ambulances, la police et moi, portant des bébés malades aux urgences en pleine nuit. Cet après-midi-là, Fletcher a appelé. Le dossier avançait, mais il faudrait du temps. La machine était lancée, mais le système avançait à pas de tortue. Pendant ce temps, les jumeaux devaient être opérés bientôt et maman préparait sa grande cérémonie comme si de rien n'était. Je savais que ce n'était que le début d'un long combat, mais cette fois, je n'étais plus toute seule. Le lendemain matin, je suis allée directement voir la conseillère d'orientation avant le premier cours. Charity Neely a levé la tête de son ordinateur quand j'ai frappé à la porte, m'a fait entrer et refermé derrière moi. Je me suis installée en face d'elle, pendant qu'elle cherchait mon dossier, un gros classeur à mon nom. Elle l'a ouvert, a étalé les papiers devant elle. Chaque page regorgeait de dates et d'horaires écrits de sa main soignée. Elle m'a montré les relevés d'assiduité sur 3 ans, couverts de marques rouges, sur presque la moitié des jours. Elle avait tout noté. Chaque fois où je m'étais endormie en classe, chaque contrôle raté, chaque devoir rendu en retard, avec parfois des traces de petites mains sur les feuilles. Elle suivait tout depuis la seconde. Elle m'a désigné une colonne où elle consignait les raisons que je lui donnais pour chaque absence. Urgence médicale, visite à l'hôpital, frère ou sœur malade,
Rendez-vous chez le médecin. Quand on voyait tout ensemble, le schéma sautait aux yeux. Elle m'a confié qu'elle s'inquiétait pour moi depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais eu de preuves concrètes jusque-là. Elle m'a dit qu'elle avait déjà rédigé une déclaration pour l'aide sociale à l'enfance et qu'elle témoignerait si besoin. J'ai pris en photo chaque page avec mon téléphone. L'après-midi, je suis passée à la caserne des pompiers de la rue Maple. Roy Farmer lavait une ambulance quand je suis arrivée. Il m'a reconnue tout de suite et a posé le tuyau. On se connaissait trop bien pour les présentations, à force de le voir chez nous. Il a appelé son collègue et tous les deux se sont assis avec moi sur le pare-choc du camion. Roy a sorti son téléphone et m'a montré les photos qu'il avait prises chez nous. La voiture de maman était garée dans l'allée pendant que je faisais monter les enfants dans l'ambulance. Les relevés d'horaire montraient 2h du matin, 4h, minuit. Il m'a expliqué que cela faisait 2 ans qu'il signalait son absence lors des urgences. Son collègue m'a sorti leur registre d'appel, où notre adresse figurait 47 fois. Roy m'a assuré qu'ils feraient tous les deux un témoignage officiel et raconteraient ce qu'ils avaient vu. Avant que je parte, ils m'ont remis des copies de leur rapport. Le lendemain, j'ai rencontré Cornelius Bush au bureau d'aide juridique en centre-ville, dans une salle d'attente imprégnée d'odeurs de café froid et de paperasse. Il avait l'air plus jeune que je ne l'imaginais, débordé par une montagne de dossiers. Il m'a expliqué que le simple fait d'utiliser la carte bleue de maman pouvait me valoir une accusation de fraude. Rien que pour les pharmacies, ça dépassait 4 000 €. Il m'a sorti les barèmes de peine, précisant que je risquais la prison si maman décidait de porter plainte. Mais il a ajouté que si je collaborais à fond avec l'aide sociale à l'enfance, il se concentrerait sûrement sur le vrai problème. La mise en danger des enfants pesait bien plus lourd que l'histoire de la carte. Il m'a aidé à dresser la liste de tout ce que j'avais acheté. Lait infantile, médicaments, couches, matériel pour le nébuliseur, comprimés de glucose. J'avais gardé la plupart des tickets de caisse dans une boîte à chaussures à la maison. Il m'a conseillé de tout regrouper et d'organiser les preuves, expliquant qu'il défendrait l'idée que je n'avais pas eu d'autre choix que d'utiliser la carte pour les besoins médicaux des enfants. Le soir même, j'ai cherché le numéro de Fiona Bailey griffonné sur un vieux papier de maman, les mains tremblantes au moment de composer. Elle a décroché au bout de la 3e sonnerie. Je lui ai expliqué qui j'étais, que j'avais des éléments à lui confier concernant les adoptions de maman. Elle s'est tue dès que j'ai mentionné des documents. Elle m'a confié avoir écrit 6 articles sur maman au fil des années, à chaque fois des portraits élogieux sur son engagement associatif. Je lui ai parlé des 11 000 € de subventions mensuelles, de maman qui était partie aux Bahamas pendant les urgences médicales. Elle est restée sceptique et m'a dit qu'il lui faudrait des preuves solides avant d'envisager un article. Finalement, elle a accepté qu'on se voie dans un café le lendemain pour que je lui montre mes dossiers. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil, obsédée par le sort des enfants. À 3h du matin, j'ai fini par me lever et commencer à préparer des sacs. J'ai retrouvé de vieux sacs à dos et sacs de sport dans le garage. Pour chaque enfant, j'ai glissé les médicaments dans des pochettes étiquetées, leurs dossiers médicaux dans des chemises, un change à leur taille, leur peluche ou leur couverture préférée. J'ai inscrit leurs prénoms sur des fiches avec mon numéro de téléphone. Rien que d'imaginer qu'ils puissent être séparés me faisait trembler. Les affaires de diabète de Danny remplissaient un sac entier. Les médicaments pour le cœur et les moniteurs des jumeaux prenaient un autre sac. L'inhalateur et les stylos pour les allergies de Gigi. Le traitement anti-crise de Frantisha. J'ai aligné les 14 sacs devant la porte d'entrée, le cœur se serrant un peu plus à chaque sac posé. À 7h, alors que je préparais le petit déjeuner, le téléphone a sonné. Fletcher, la voix fatiguée mais décidée, m'a dit qu'ils organisaient tout pour coïncider avec la cérémonie de remise de prix de maman dans 2 semaines. Ce serait le moment parfait. Elle serait sur scène à recevoir son prix et les services sociaux interviendraient. Pas le temps pour elle de manipuler la situation ou de faire pression sur les enfants. Les médias seraient déjà là, la vérité éclaterait avant qu'elle puisse la contrôler. Selon lui, la priorité était de mettre les enfants en sécurité. Le reste viendrait après. Maman a dû sentir que quelque chose se tramait, car cet après-midi-là, elle a changé toutes les serrures de la porte de sa chambre, déplacé tous les médicaments à l'intérieur et mis un cadenas. Elle m'a reproché mon étourderie de ces derniers temps, disant qu'on ne pouvait plus me faire confiance pour les choses importantes. Ensuite, elle est allée sur Facebook raconter à quel point elle était épuisée, que j'agissais de façon étrange et agressive, et combien il était difficile de s'occuper seule de 14 enfants aux besoins particuliers. Les commentaires de ses abonnés ont afflué, entre cœurs et prières. Certains disaient que je ressemblais à une ado à problème qui ne se rendait même pas compte de sa chance. Cette nuit-là, un des moniteurs d'oxygène des jumeaux s'est mis à biper à 2h du matin. Batterie morte, l'appareil principal en rade, le taux d'oxygène qui descend à 82, puis 79. J'ai couru à la porte de maman, mais elle était verrouillée, la télé allumée derrière. J'ai frappé, crié que le bébé avait besoin d'aide. Aucune réponse. J'ai appelé Minnie, qui est arrivée en robe de chambre. À 2, on a transféré le jumeau sur l'autre moniteur et fait remonter son taux. J'ai pris en photo le moniteur défaillant, la porte fermée à clé. J'ai aussi enregistré le bruit de la télé de maman pendant qu'on essayait de sauver le bébé. Minnie est restée jusqu'au matin pour veiller avec moi. 2 jours plus tard, Fletcher a rappelé, la procédure légale avançait à pas d'escargot. Trop de dossiers, pas assez de personnel. Il avait besoin que j'enregistre une déclaration vidéo détaillée. Il m'a envoyé la liste des sujets à aborder. L'état de santé de chaque enfant, les habitudes de maman à partir, les séances de préparation, les médicaments sous clé, l'argent. Ce soir-là, j'ai passé 3 heures devant la caméra de mon téléphone à tout raconter. Les besoins de chaque enfant, toutes les hospitalisations, chaque fois que maman nous laissait seuls, chaque menace,
chaque fois où Facebook passait avant les repas. Ma voix s'est brisée en parlant de Danny retrouvé à terre, de la crise de Frantisha, des jumeaux qui avaient failli mourir. J'ai sauvegardé la vidéo sur 3 clouds différents et envoyé les liens à Fletcher. Le lendemain, Fiona Bailey m'a rappelé. Elle avait bien examiné ce que je lui avais envoyé mais en voulait plus. Des horaires vérifiables, une confirmation indépendante, des documents officiels. J'ai passé la journée à tout rassembler. Les posts Instagram de maman aux Bahamas avec la localisation et la date, exactement les mêmes jours et heures que les admissions à l'hôpital. Des photos Facebook où elle posait à des galas caritatifs pendant que j'étais aux urgences. Les relevés de cartes bancaires qui prouvèrent des achats dans des hôtels, alors que les factures médicales s'accumulaient. J'ai tout envoyé à Fiona, avec les rapports des pompiers et les notes des assistantes sociales. Elle m'a rappelé 1 heure plus tard. Sa voix n'était plus la même. Elle me croyait. Le lendemain matin, incapable de dormir, j'ai fouillé la pile de courriers sur le comptoir de la cuisine pendant que tout le monde dormait encore. Entre les factures médicales et les cartes de remerciement pour les dons, je suis tombée sur une grosse enveloppe de l'agence d'adoption de l'État. J'avais les mains qui tremblaient en l'ouvrant et en découvrant les relevés de versement de la subvention sur 3 ans. 11 000 $ versés chaque mois, directement sur le compte de maman. J'ai pris en photo chaque page avec mon téléphone, le cœur serré en faisant le calcul. Elle avait encaissé plus de 400 000 $ alors que je vendais ses bijoux chez le prêteur sur gage pour acheter du lait en poudre et que je suppliais les pharmaciens de me laisser payer en plusieurs fois. J'ai entendu sa porte s'ouvrir et j'ai vite tout remis dans l'enveloppe. Cet après-midi-là, alors que je faisais les aérosols des jumeaux, maman a posté sur Facebook à quel point elle s'inquiétait pour moi, expliquant que j'étais perturbée ces derniers temps et que je semblais jalouse de l'attention qu'elle portait aux petits. Moins d'1 heure plus tard, ses abonnés se sont déchaînés dans les commentaires, me traitant d'égoïste et d'ingrate, disant que je ne méritais pas une mère aussi aimante. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer jusqu'à ce que je sois obligée de passer tous mes comptes en privé. Ce soir-là, j'ai préparé un sac avec des médicaments d'urgence et des inhalateurs, et je l'ai emmené chez Minnie après que maman soit allée se coucher. Elle m'a aidé à tout cacher dans son placard sans poser la moindre question. Savoir ces médicaments à l'abri là-bas me donnait le sentiment d'avoir au moins un peu de prise sur ce chaos. 2 jours plus tard, maman a réuni tout le monde pour annoncer qu'elle envisageait de placer les jumeaux en famille d'accueil médical, où ils pourraient recevoir des soins spécialisés plus adaptés. Les autres enfants se sont mis à pleurer sur le champ, et Vance s'est accroché à ma jambe si fort que j'en ai eu mal. Je leur ai promis que je ne laisserais personne les séparer, même si je n'avais aucune idée de comment j'allais m'y prendre. Maman m'a adressé un sourire par-dessus leur tête, comme si de rien n'était. Le lendemain matin, Cornelius Bush de l'aide juridique m'a appelé pour me dire qu'on devait faire le point sur les dépenses de la carte bancaire. Il m'a prévenu que je risquais de lourdes poursuites pour fraude, mais que si je faisais preuve d'une totale honnêteté, ça pourrait jouer en ma faveur. On a passé 3 heures à dresser un tableau détaillé de chaque achat, justificatif à l'appui, prouvant que tout avait bien servi aux besoins médicaux des enfants. Il pensait que le plan de remboursement prouverait au tribunal que je n'avais voulu voler personne. Cet après-midi-là, je me suis rendue aux services sociaux où j'ai passé 4 heures à rédiger une déclaration officielle sous serment, notant chaque date et heure dont je me souvenais, les noms des témoins, tous les détails sur la santé de chaque enfant. Fletcher relisait au fur et à mesure, me disant que c'était le rapport le plus complet qu'il ait jamais vu, et que cela aiderait vraiment à accélérer la procédure. 3 jours plus tard, maman a organisé une énième séance photo caritative dans notre jardin avec un photographe du journal local. Je suis restée sur le pas de la porte à filmer pendant qu'elle posait avec les enfants, pendant 20 minutes. Dès que le photographe est parti, elle a sorti son téléphone et s'est plongée dans l'écran, tandis que Danny était assis à côté d'elle dans l'herbe. J'ai continué à filmer quand il a commencé à trembler des mains et à lui dire qu'il ne se sentait pas bien. Elle n'a même pas levé les yeux avant que le photographe ne revienne chercher son cache d'objectif et lui fasse remarquer que Danny avait vraiment mauvaise mine. En regardant la vidéo ce soir-là, c'était accablant, mais n'importe quel bon avocat saurait trouver une explication. Elle dirait qu'elle était épuisée ou qu'elle consultait les plannings médicaux sur son téléphone. Il me fallait une preuve indiscutable, quelque chose qu'on ne pourrait ni nier, ni déformer. Alors je me suis souvenu que nous avions un compte familial partagé pour localiser nos téléphones si jamais quelqu'un se perdait. Je me suis connectée et j'ai consulté l'historique de localisation de maman pour toute l'année passée. Mon cœur battait à tout rompre pendant que je comparais les horaires à mon agenda. Elle était aux Bahamas lors de 5 passages aux urgences, dans un spa pendant la crise diabétique de Danny, en soirée, ou au restaurant lors de 8 autres urgences médicales. Chaque horaire correspondait pile au dossier d'admission à l'hôpital que j'avais gardé. J'ai tout capturé en capture d'écran et envoyé à Fletcher et Fiona aussitôt. Le lendemain matin, Minnie est venue chez moi avec un dossier à la main pour me dire qu'elle voulait m'aider. À l'intérieur se trouvait une déclaration notariée qu'elle avait rédigée, relatant tout ce qu'elle avait observé ces 2 dernières années. Elle disait avoir entendu les enfants être coachés à travers le mur mitoyen, vu des ambulances devant la maison au moins 2 fois par semaine, et retrouvé Vance errant seul dans son jardin alors que la voiture de maman était bien là dans notre allée. Elle avait tout noté, date et heure comprises. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai pleuré pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain, Dean m'a convoquée dans sa salle de classe après les cours et m'a remis une grosse chemise cartonnée. À l'intérieur, il y avait des copies de tous mes billets d'absence, tous les retards et des photos qu'il avait prises avec son téléphone de moi endormi sur mon bureau avec Gigi sur les genoux.
Charity était déjà là avec sa propre pile de papier, prouvant les 47 jours d'absence que j'avais accumulés rien que cette année, ainsi que toutes les fois où j'avais amené les petits à l'école. Ils travaillaient ensemble depuis des semaines à établir une chronologie qui collait parfaitement avec les dossiers médicaux que j'avais remis à Fletcher. Dean m'a montré des photos sur son téléphone prises 3 mois plus tôt, quand j'avais dû amener Danny en cours de chimie parce qu'il n'arrivait pas à stabiliser sa glycémie. Sur l'une, l'horodatage me montrait en train de vérifier ses taux pendant que les autres élèves faisaient une expérience. Charity avait annoté les registres de présence, indiquant qu'elle m'avait retrouvée dans les toilettes en train d'essayer de calmer Vance pendant une crise d'asthme. Elle avait tout consigné, même le moment où elle m'avait trouvée en train de changer la couche d'un des jumeaux dans le bureau de la conseillère, parce que je ne pouvais pas les laisser seuls à la maison. Ils ont fait des copies de tous les documents et m'ont assuré qu'ils les transmettraient directement à Fletcher et au juge chargé du dossier. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. C'était Althea, clairement contrariée. Les avocats de l'hôpital examinaient sa déposition, mais voulaient supprimer certains détails sur des incidents médicaux précis à cause des règles de confidentialité. Elle m'a expliqué que cela risquait de repousser l'audience d'urgence d'au moins 1 semaine, voire davantage. Le service juridique craignait d'être tenu responsable s'il divulguait trop d'informations sans décision du tribunal. Pendant qu'elle m'expliquait tout cela, j'entendais des papiers bruire en arrière-plan. Même si c'était moi qui emmenais les enfants, légalement, maman restait leur tutrice sur le papier. Il fallait une autorisation spéciale pour transmettre la totalité des dossiers médicaux, ce qui signifiait plus de paperasse, plus de délais et, surtout, plus de temps durant lequel les enfants devraient supporter cette situation. À mon arrivée, j'ai trouvé maman installée à la table de la cuisine, tous les reçus que j'avais cachés bien étalés devant elle. Elle n'a pas crié, elle n'a pas haussé le ton, elle m'a simplement lancé un regard glacial en me rappelant que la cérémonie de remise des prix avait lieu dans 4 jours. Sa voix est restée posée, presque froide, tandis qu'elle me détaillait tout ce qui se passerait si jamais je la mettais dans l'embarras. Elle avait déjà consulté des avocats pour lancer une procédure de mise à distance contre moi pour vol et fraude, brandissant les relevés de carte de crédit à mon nom, détaillant des milliers d'euros de dépenses. Elle affirmait que le juge croirait plus facilement une mère cherchant à protéger ses enfants face à une adolescente instable qui aurait volé sa propre famille. Si je gâchais son moment, elle ferait en sorte que je ne revoie jamais les enfants, pas même sous surveillance. Elle leur dirait que je les avais abandonnés, que je ne les avais jamais vraiment aimés et que je me servais d'eux juste pour attirer l'attention. Le lendemain matin, je me suis rendue dans un magasin d'électronique pour acheter un téléphone prépayé pas cher, avec l'argent que j'avais mis de côté en rapportant des bouteilles et des canettes. J'ai passé des heures à sauvegarder chaque photo, chaque vidéo, chaque capture d'écran sur 3 comptes cloud différents. J'ai créé de nouvelles adresses mail et partagé les mots de passe avec Althea et Fletcher, en les notant aussi sur du papier, au cas où les copies numériques disparaîtraient. Si maman s'emparait de mon téléphone habituel ou tentait d'effacer des preuves, il y aurait toujours des sauvegardes ailleurs, hors de sa portée. J'ai même envoyé une clé USB au bureau de Cornelius avec toutes les archives, juste pour être sûr. 2 jours plus tard, les services sociaux m'ont appelé pour fixer une visite à domicile le lendemain après-midi. Maman est passée en mode panique, transformant notre maison chaotique en intérieur de magazine. Elle a tout briqué, rangé le matériel médical dans des bacs étiquetés et accroché les dessins des enfants au mur. Elle a passé 3 heures à leur faire répéter ce qu'ils devaient dire, les faisant s'entraîner encore et encore à leurs réponses. Je l'ai vue menacer Gigi de confisquer sa peluche préférée si elle ne souriait pas assez. Elle a dit à Danny que s'il osait parler de faim ou de maladie, elle dirait que c'était de ma faute et que j'irais en prison. Alors qu'elle orchestrait la répétition générale dans le salon, je me suis discrètement éclipsée dans ma chambre pour attraper le babyphone des jumeaux. J'ai caché l'unité parent derrière des livres sur l'étagère, bien orientée pour capter le son à l'endroit où l'assistante sociale s'installerait probablement. Le lendemain, quand la travailleuse sociale est arrivée, la maison était impeccable et les enfants ont joué leur rôle à la perfection. Sourire de circonstance, compliments sur maman qui prenait si bien soin d'eux. L'assistante sociale, une femme qui avait l'air épuisée, clipboard à la main, leur a posé des questions précises sur leurs soins médicaux. Danny a récité ses phrases apprises sur le fait que maman n'oubliait jamais son insuline, même si ses mains tremblaient à cause d'une hypoglycémie. Le babyphone a capté une partie de la conversation, mais pas les gestes importants, comme maman qui pinçait Vance dans le dos dès qu'il risquait de dire un mot de travers. L'assistante sociale semblait méfiante, prenait beaucoup de notes et posait des questions pour lesquelles maman n'avait pas prévu de réponse. Mais sans preuve du coaching et des menaces, elle n'avait pas de quoi retirer les enfants sur le champ. Après son départ, maman a fêté l'événement en commandant des pizzas et en laissant les enfants regarder un film. 2 heures plus tard, Danny s'est effondré dans le couloir. Sa glycémie était tombée à 0,28. Il était à peine conscient. J'ai saisi les comprimés de glucose dans ma réserve d'urgence et réussi à lui en faire avaler 3, tout en vérifiant à nouveau sa glycémie. J'ai pris en photo le lecteur avec les chiffres alarmants, puis je lui ai donné du jus et des biscuits en consignant tout dans le carnet médical que je tenais à jour. Pendant ce temps, maman était dans sa chambre, au téléphone, en train de raconter à quelqu'un à quel point la visite s'était bien passée. J'ai géré toute la crise seule, comme j'en avais déjà géré des centaines, mon corps réagissant mécaniquement, comme programmé après toutes ces années. Le lendemain matin, Cornelius m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait déposé une demande d'ordonnance de protection d'urgence à mon nom. Il m'a expliqué que les menaces de ma mère, qui voulait m'empêcher de voir les enfants,
s'apparentait à une tentative d'intimidation d'un témoin, puisque je collaborais à une enquête en cours. Le juge a donné suite, délivrant une ordonnance temporaire interdisant à ma mère de m'empêcher d'avoir accès aux enfants ou à leurs soins médicaux. Cela était censé me protéger, et surtout garantir que les enfants soient enfin aidés. Cette nuit-là, vers 2 heures du matin, je me suis réveillée en entendant mon téléphone vibrer. Des messages de ma mère, qui prétendait être désolée, assurant que la porte était verrouillée et qu'elle ne retrouvait plus ses clés. J'ai dévalé les escaliers pour réaliser que j'étais enfermée dehors. Tous les enfants à l'intérieur, et maman qui me regardait par la fenêtre avec ce petit sourire. Elle a articulé « Oups !» avant de disparaître. J'ai appelé la police et montré l'ordonnance de protection sur mon téléphone. 2 agents sont arrivés une vingtaine de minutes plus tard, mais maman leur a ouvert en pyjama, l'air perdu et très inquiète, expliquant que tout cela n'était qu'un malentendu, que la serrure était cassée et qu'elle essayait simplement de la réparer. Les policiers ont rapidement jeté un œil aux enfants, qui dormaient profondément, puis m'ont expliqué que c'était une affaire privée, un conflit familial dans lequel ils ne pouvaient rien faire. Ils m'ont laissé dehors sur le perron à 2h45 du matin, sans aucun moyen de rentrer. Je me suis assise sur les marches, j'ai appelé Fletcher encore et encore, laissant des messages vocaux au sujet des alarmes d'oxygène des jumeaux qui retentissaient à l'intérieur. J'entendais les bips à travers la fenêtre, ce bruit bien trop familier qui voulait dire que leur saturation chutait dangereusement. Fletcher a fini par décrocher à 5 heures, épuisé mais inquiet pour nous. Il m'a promis de faire avancer les choses aussi vite que possible, tout en précisant qu'aucun juge ne traiterait les mesures d'urgence avant l'ouverture du tribunal. Il m'a conseillé de tout consigner, d'enregistrer ce que j'entendais, de prendre des photos de moi coincée dehors. Alors je suis restée sur ce perron glacé, à enregistrer les alarmes médicales de la maison, impuissante alors que les enfants que j'avais élevés étaient en danger. Le soleil s'est finalement levé vers 6 heures et ma mère a ouvert la porte, feignant la surprise de me trouver là. Elle a prétendu que la serrure s'était réparée toute seule, puis elle est repartie à l'intérieur pendant que je courais stabiliser les jumeaux, dont les niveaux d'oxygène étaient alarmants. J'ai réussi à les remettre d'aplomb, puis j'ai préparé le petit déjeuner pour tout le monde, tandis que ma mère s'enfermait dans sa chambre pour se plaindre sur les réseaux sociaux d'à quel point être mère célibataire était difficile. Plus tard, dans la matinée, mon téléphone s'est mis à vibrer. Minnie m'avait envoyé un lien vers un article de Fiona Bailey qui remettait en question les critères d'attribution des aides et subventions accordées par certaines associations caritatives. Elle ne citait pas ma mère nommément, mais les détails sur les subventions à l'adoption et les urgences médicales ne pouvaient concerner que nous. Les commentaires fusèrent déjà, certains défendant ma mère comme une sainte, d'autres commençant à faire le rapprochement avec ces publications sur Internet qui ne collaient pas. J'ai tout sauvegardé en capture d'écran avant qu'elle ne s'en rende compte. Puis j'ai continué à préparer les déjeuners, le téléphone vibrant sans arrêt sous l'avalanche de notifications. Fletcher m'a rappelé 1 heure plus tard, alors que je changeais des couches, sa voix débordant d'excitation. La demande FOIA avait abouti, confirmant que ma mère touchait bel et bien les 11 000 $ mensuels de subvention à l'adoption. Les sources de Fiona, à l'agence d'État, avaient pu vérifier le tout de leur côté, ce qui rendait l'information incontestable et publique. Quand il m'a dit que le total sur 8 ans flirtait avec le $1 million, j'ai failli laisser tomber le téléphone. Il m'a expliqué que Jeremy Wolf, le responsable des services sociaux, avait tout examiné et autorisé un plan de retrait d'urgence qui n'attendait plus que la signature d'un juge. Il n'avait jamais vu une telle quantité de documents et le danger pour les enfants sautait aux yeux, rien qu'avec les dossiers médicaux. Après avoir raccroché, j'ai croisé le regard de ma mère, plantée dans l'embrasure de la porte, arborant ce sourire glacial. Cet après-midi-là, elle a réuni tous les enfants dans le salon et a annoncé qu'elle allait faire un direct pendant la cérémonie de remise de prix, avec tout le monde réuni. Elle appelait ça une fête de famille, disait qu'on allait montrer au monde ce qu'est le véritable amour. Les petits ont applaudi parce qu'elle leur avait promis des glaces, mais je voyais bien qu'elle se mettait en scène en victime d'attaques jalouses sur Internet. Ses abonnés prenaient déjà sa défense avec des hashtags, s'en prenant à ceux qui osaient remettre en cause son histoire. Elle a passé des heures à briefer les enfants sur ce qu'ils devaient répondre si on leur posait des questions à la cérémonie. 2 nuits avant le grand jour, j'ai compris que c'était peut-être la dernière fois que nous étions tous ensemble. Après que ma mère soit montée se coucher, j'ai réuni les plus grands dans ma chambre pour leur apprendre notre mot de code d'urgence. Papillon. Si je disais papillon, il fallait qu'ils restent calmes et me fassent confiance, même si tout devenait effrayant. J'ai préparé leur sac avec leur doudou et leur couverture qui sentaient la maison. Danny, agrippée à son dinosaure, m'a demandé si on partait, et je lui ai dit que c'était possible. Je lui ai promis que je l'aimerais toujours, quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, ma mère m'a coincée dans la cuisine pour me proposer une place sur scène à la cérémonie, à condition que je souris et que j'affiche mon soutien à la famille. Sa manipulation était évidente après tout ce que j'avais découvert et documenté. Je lui ai répondu que j'allais y réfléchir, tout en envoyant discrètement un message à Fletcher pour m'assurer que le plan de retrait tenait toujours. Il m'a confirmé que tout était prêt et que la juge Melody Painter avait accepté d'étudier notre dossier. Cet après-midi-là, Charity Neely est passée me voir avec des papiers pour l'équivalent du bac et m'a parlé de programmes pour les jeunes qui sortent du système de placement. J'étais méfiante au début. Je n'avais jamais pensé à mon propre avenir, trop occupée à survivre au quotidien avec les enfants. Elle m'a montré qu'il existait des cours en ligne, que je pourrais travailler tout en préparant mon diplôme. Ma mère a vu sa voiture garée devant et est sortie, tout sourire, pour demander ce qui l'amenait là.
Charity a répondu qu'elle venait juste prendre des nouvelles d'une ancienne élève. Le visage de ma mère s'est refermé avant qu'elle ne retourne à l'intérieur. Ce soir-là, Fletcher m'a rappelé pour m'annoncer que la juge Painter avait fixé l'audience d'urgence au matin même de la cérémonie. Il a dit que c'était parfait. Ma mère serait trop occupée à préparer son image pour se douter de quoi que ce soit. L'audience était à 8 heures, la cérémonie à midi. Elle ne se rendrait compte de rien avant qu'il ne soit trop tard. J'avais la gorge nouée à l'idée que les enfants soient retirés d'ici, mais je savais qu'ils avaient un besoin de vrais soins et de sécurité. La veille de ce bouleversement, ma mère a mis la main sur le babyphone que j'avais caché dans le salon. Elle l'a fracassé à coups de marteau, puis a posté une vidéo en m'accusant de filmer les enfants de façon inappropriée et de nécessiter un suivi psychiatrique. Les abonnés ont lancé un hashtag pour la soutenir, mais certains se demandaient franchement pourquoi elle s'énervait autant d'être filmée si elle n'avait rien à cacher. Petit à petit, des gens ont commencé à fouiller dans ses vieux posts, relever des incohérences sur ses histoires d'adoption, et elle a passé des heures à effacer des commentaires et à bloquer du monde, tandis que les enfants restaient plantés devant la télé. J'ai envoyé un message à Minnie pour lui demander si elle pouvait passer, et elle est arrivée 1 heure plus tard avec de la soupe, en disant qu'elle voulait donner un coup de main. Elle a passé la nuit avec moi, la veille de l'audience, veillant sur la maison pendant que je dormais 2 heures. Quand je me suis réveillée à 3 heures du matin, elle m'a obligée à avaler quelque chose alors que j'avais l'estomac complètement noué. Elle m'a rappelé que j'étais en train de sauver la vie de mes frères et sœurs, et qu'il fallait un courage que peu de gens auraient eu à ma place. On est restés ensemble sur le canapé, à écouter les babyphones des jumeaux et à attendre que le jour pointe. À 6h30, Cornelius est arrivé avec une pile de papier. Il m'a fait passer chaque dépense au crible sur les cartes bancaires, pendant que Minnie gardait les enfants. Il voulait que je détaille à quoi servait chaque achat, pour quel enfant. Les formulaires du programme de réinsertion étaient un vrai casse-tête, mais il m'a expliqué qu'il fallait tout avouer d'entrée de jeu pour que la juge comprenne que mon but était de sauver des vies, pas de détourner de l'argent. J'avais les mains qui tremblaient tellement que j'ai presque eu du mal à signer la dernière page. Minnie m'a emmenée au tribunal à 7h45 et on a attendu 10 minutes sur le parking, le temps que je vomisse 2 fois sous l'effet du stress. La salle d'audience était bien plus petite que ce que j'avais imaginé, avec ses panneaux de bois et ses néons blafards qui donnaient grise mine à tout le monde. Maman n'était pas encore là, mais son avocate installait déjà ses dossiers à leur table. Fletcher m'a fait signe et m'a installé derrière lui, me montrant comment ça allait se passer. Quand la juge Painter est entrée, elle ressemblait trait pour trait à sa photo sur Internet, sauf qu'elle avait l'air plus âgée et épuisée. Elle m'a appelée à la barre, j'ai dû poser la main sur la Bible alors que ma paume était si moite qu'elle a laissé une marque. Pendant 2 heures, elle m'a interrogée sur chacun des enfants et leurs besoins médicaux. Je répondais du tac au tac, sans hésiter. J'ai parlé du planning d'insuline de Danny, de l'inhalateur de Gigi, des moniteurs cardiaques des jumeaux, du traitement anti-épileptique de Frantisha. Ma voix s'est brisée en racontant comment j'avais trouvé Danny allongé par terre, la glycémie à 0,6, mais j'ai tenu bon. J'ai aussi expliqué comment maman les faisait répéter en boucle qu'elle était la meilleure mère du monde. Fletcher s'est ensuite levé et a sorti ses preuves comme un prestidigitateur. Des photos de moi à l'hôpital en pleine nuit, des textos de maman depuis les Bahamas me disant de me débrouiller seule, un dossier médical si épais qu'il menaçait de tomber quand il l'a posé devant la juge. Il a lu les témoignages de Roy, Dean et Charity, qui racontaient m'avoir vu rater l'école pour garder les enfants malades. Même l'avocate de maman semblait mal à l'aise quand Fletcher a sorti les données de localisation, prouvant que maman était dans des spas au moment des urgences médicales. Plus les preuves défilaient, plus le visage de la juge se fermait, jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'elle allait exploser. Elle n'a même pas attendu la fin pour rendre sa décision. Chaque enfant serait placé en observation médicale pendant 72 heures, dès maintenant. Elle a ordonné un placement d'urgence dans des familles formées aux soins médicaux et suspendu tout contact avec maman, en attendant l'enquête. Maman est arrivée pile au moment où la juge signait les ordonnances. Son visage est passé du blanc au rouge, puis au blanc à nouveau. Elle a gardé son sourire, s'est approchée de moi en chuchotant que j'avais détruit la famille. Elle sentait le café et le chewing-gum à la menthe, et m'a serré le bras si fort qu'elle m'a laissé des marques. À la sortie, elle était déjà au téléphone, racontant que les enfants passaient simplement des bilans médicaux de routine. À 3 journalistes différents, elle a répété que tout ça n'était qu'un malentendu et qu'elle coopérait pleinement avec les autorités. Sa capacité à mentir sans sourciller était fascinante, même après tout ça. Le retrait a commencé à midi, et c'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Les travailleurs sociaux et la police ont envahi la maison, les enfants pleuraient, accrochés à moi. On les a répartis selon leurs besoins médicaux. Les jumeaux dans une famille spécialisée, les autres dans 2 foyers différents. Danny n'a lâché ma jambe qu'au moment où une intervenante l'a détaché doucement, en lui promettant qu'il pourrait emmener son dinosaure. J'ai pris un autre minibus, regardant à travers la vitre mes frères et sœurs, partir tous dans des directions différentes. 3 heures plus tard, à la remise des prix, maman est arrivée en robe de créateur, comme si de rien n'était. Fiona l'a interceptée sur le tapis rouge pour lui demander ce qu'il en était des enfants. Maman a ri, expliquant que ce n'était que des contrôles médicaux de routine, montés en épingle par des gens jaloux de sa réussite. Mais dès que Fiona a posé des questions plus précises, ses réponses sont devenues contradictoires. Les autres journalistes ont tout de suite senti le scandale et ont insisté sur les décisions de retrait. Maman continuait à sourire, mais on sentait que son image parfaite se fissurait. Le soir, c'est une éducatrice qui m'a accueillie dans un foyer pour jeunes en transition.
La chambre banale avec 2 lits, une commode, l'odeur de désinfectant et de moquette trop vieille. Je me suis assise sur le matelas, complètement vidée, à remplir les papiers sur mes antécédents médicaux et mes contacts d'urgence. L'éducatrice m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Je n'ai même pas su quoi répondre. Elle a laissé un dossier avec le règlement du foyer, les horaires des repas, précisant que quelqu'un viendrait me voir le lendemain matin. Je suis restée allongée à fixer le plafond, en pensant que, même séparés et effrayés, mes frères et sœurs recevaient enfin de vrais soins. Le lendemain, Cornelius m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait négocié une mesure de réinsertion. Je devrais faire des travaux d'intérêt général et rembourser les sommes, au lieu d'être poursuivi. J'ai ressenti un tel soulagement que j'ai dû m'asseoir par terre, dans ma petite chambre. Il m'a confié que la juge avait bien saisi que je voulais protéger des vies et que le parquet acceptait d'abandonner les poursuites, à condition que je termine le programme. La semaine suivante, les enfants ont passé des examens à l'hôpital et, sans surprise, les résultats confirmaient tout. Ils montraient tous des signes évidents de négligence médicale, avec des traitements oubliés et des pathologies non prises en charge. Les jumeaux ont dû être opérés du cœur en urgence, seulement quelques jours après leur placement. Les éléments à charge étaient tels que même l'avocate hors de prix de ma mère n'a rien pu rétorquer. Dès le lendemain matin, ma mère a tout étalé sur les réseaux sociaux. Fletcher m'a envoyé les captures d'écran de ses posts où elle criait à l'abus de pouvoir et demandait à ses abonnés de venir manifester devant les locaux de l'aide à l'enfance. En quelques heures à peine, des dizaines de personnes brandissaient des pancartes, accusaient les services sociaux de kidnapping et exigeaient le retour des enfants. Ma mère a publié des vidéos en larmes, expliquant que ses bébés avaient été arrachés à leur foyer aimant. Elle menaçait de porter plainte contre tout le monde et lançait une cagnotte pour ses frais d'avocat, qui a rapporté 8 000 € dès le premier jour. Fletcher m'a appelé pour me rassurer. Les enfants étaient en sécurité et ma mère ignorait où ils se trouvaient. Il trouvait les manifestations éprouvantes, mais, selon lui, elles ne changeraient à rien vu l'ampleur des preuves médicales. J'ai supprimé tous mes réseaux et j'ai décidé de me concentrer sur chaque jour passé au foyer. 2 semaines plus tard, Fletcher est venu me chercher pour ma première visite surveillée dans un parc du centre-ville. Tout le trajet, j'avais les mains moites, tant j'étais nerveuse. Dès que le van s'est arrêté et que les enfants m'ont aperçu derrière la vitre, ils ont crié mon nom. Danny a échappé à la vigilance de l'assistante sociale et s'est jeté dans mes bras, suivi de Gigi et des autres, qui se sont précipités pour un câlin géant qui m'a fait tomber dans l'herbe. J'avais apporté un sac à dos rempli de leurs encas préférés, ainsi que les dossiers médicaux que j'avais soigneusement complétés au fil des années, avec tous les traitements et rendez-vous consignés. L'assistante sociale m'a laissé leur distribuer leur petite douceur pendant qu'on était installés sur une couverture de pique-nique. Le taux de sucre de Danny était parfait, et pour la première fois depuis des mois, il avait bonne mine. Les jumeaux semblaient déjà plus grands et respiraient enfin normalement. On a joué à chat, on les a poussés sur les balançoires, et pendant 1 heure, la vie a presque semblé normale. Au moment de se quitter, Gigi s'est accrochée à ma jambe et n'a consenti à me lâcher qu'après ma promesse qu'on se reverrait très vite. Dans la voiture, Fletcher m'a expliqué que l'aide sociale à l'enfance avait trouvé 2 familles d'accueil spécialisées, toutes les 2 formées sur les besoins médicaux. Les jumeaux étaient placés ensemble chez une ancienne infirmière pédiatrique, habituée aux pathologies cardiaques, les autres, chez un couple qui accueille des enfants à besoins médicaux depuis 15 ans. Aucun membre de la famille ne pouvait les prendre, ma mère étant fille unique et brouillée de longue date avec ses parents. D'après les rapports que Fletcher m'a montrés, les familles d'accueil étaient vraiment investies. Elles avaient déjà reprogrammé tous les rendez-vous médicaux et organisé une prise en charge thérapeutique. 1 mois plus tard, j'ai comparu pour la première audience préliminaire, portant le seul ensemble correct que le foyer possédait. La juge Painter a examiné les preuves plus d'1 heure, tandis que ma mère, en tailleur de marque, restait assise parmi les prévenus. La juge a ordonné qu'elle passe une évaluation psychologique et suive des cours de parentalité avant d'envisager une possible réunification. Elle a aussi suspendu les aides à l'adoption, le temps d'un audit complet sur l'utilisation des fonds. Ma mère aurait droit à 2 heures de visite surveillée tous les 15 jours dans les locaux de l'ASE. Son avocat a tenté d'obtenir un retour immédiat, mais la juge Painter l'a aussitôt interrompu, rappelant que la négligence médicale était bien trop grave pour être ignorée. La semaine suivante, j'ai commencé les cours pour préparer le brevet, dans une petite classe de 5 jeunes du foyer. Le professeur faisait preuve de patience quand j'avais du mal à me concentrer après tant de mois sans école. J'ai aussi trouvé des heures à la cafétéria de l'hôpital, là où tout avait commencé. Le travail était difficile, mal payé, mais c'était de l'argent que je gagnais honnêtement, par moi-même. J'ai mis de côté chaque euro dans une enveloppe cachée sous mon matelas. Voir le service de néonat à travers la vitre de la cafétéria me faisait souvent penser aux jumeaux. Mais au moins, je savais qu'ils étaient enfin bien soignés. Fiona a publié un nouvel article centré sur les besoins médicaux des enfants et les dépenses engagées par les familles d'accueil. Elle a interrogé les familles, qui ont évoqué le matériel spécialisé et les médicaments indispensables. En quelques jours, les dons ont afflué pour financer les soins et la thérapie. Des gens ont envoyé des jouets, des vêtements, des cartes cadeaux pour soutenir les familles d'accueil. J'avais du mal à réaliser que des inconnus puissent se soucier autant, mais surtout, j'étais soulagée que les enfants aient enfin ce qu'il leur fallait. 3 mois après cette première nuit à l'hôpital, j'ai pu emménager dans un studio de transition grâce à un programme d'aide au logement. Ce n'était qu'une petite pièce avec une minuscule cuisine, mais c'était chez moi. J'ai commencé une thérapie 2 fois par semaine avec une psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux. Elle m'a appris à appeler les choses par leur nom. Maltraitance, exploitation,
au lieu de trouver des excuses à ma mère. On a rédigé ensemble une déclaration d'impact pour le tribunal, ce qui a pris des semaines car j'avais tendance à tout minimiser. Ma thérapeute devait sans cesse me rappeler que ce que j'avais vécu n'avait rien de normal ni d'acceptable. Lors de la visite suivante au parc, j'ai observé mes frères et sœurs qui jouaient comme des enfants sur de vraies structures. Leur famille d'accueil était là, présente mais discrète. Le diabète de Danny était sous contrôle. Il avait repris du poids. Gigi n'avait pas fait de crise d'asthme depuis des semaines. Les jumeaux devaient être opérés le mois suivant, et les médecins étaient optimistes. Même les plus petits, qui parlaient à peine, paraissaient apaisés, moins inquiets. Je les ai poussés sur les balançoires, je les ai aidés à escalader les jeux, et je leur ai murmuré que je continuerais à venir, quoi qu'il arrive. Pour la première fois en 8 ans, j'ai vraiment eu l'impression que les choses pouvaient s'améliorer. Voilà, chers amis, encore la preuve que je ne peux pas m'empêcher d'en dire trop. Abonnez-vous si vous en avez le cran, parce que je suis loin d'avoir tout raconté.